Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment intégrer la programmation orientée objet à l'aide des classes. Ce sujet peut sembler difficile, et les élèves s'arrêtent souvent sur la nouvelle syntaxe qui peut les déstabiliser. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez les comprendre et les utiliser facilement. Jusqu'ici, on a codé en suivant un paradigme de programmation procédurale, c'est-à-dire que notre programme était divisé en fonctions qui effectuaient des tâches spécifiques sur les données. Puis on récupérait le résultat de ces fonctions pour l'utiliser dans d'autres fonctions, et ainsi de suite jusqu'à produire le résultat final. En utilisant ce paradigme, plus notre code va grandir, plus les fonctions risquent d'être interconnectées et pourraient devenir de moins en moins maintenables. Mais il existe un autre paradigme de programmation, une autre façon de coder, qui s'appelle la programmation orientée objet ou POO. En Python, tout est objet. Seulement, jusqu'ici, on n'a pas eu besoin de dire à Python comment créer ces objets. Ils étaient définis à l'avance. En programmation orientée objet, une classe est une sorte de plan qui définit la structure d'un objet. À partir de cette classe, on va pouvoir créer un nombre indéfini d'instances de la classe, c'est-à-dire d'objets qui partageront une structure similaire. Dans une classe, on va définir des variables et des fonctions qui ne seront accessibles que via l'objet que l'on aura créé. On parle alors d'encapsulation. On appelle les variables encapsulées des attributs et les fonctions encapsulées des méthodes. Nous allons voir ensemble un exemple concret de classe Python. On commence par le mot-clé classe, suivi d'un nom de classe suivant la convention Pascal Case, c'est-à-dire avec une majuscule au début de chaque mot. Puis on ajoute 2 points, annonçant un nouveau bloc de code indenté. Dans ce bloc de code, on va pouvoir définir toute la structure de nos futurs objets découlant de cette classe. En premier, on définit la méthode spéciale init. Cette méthode est appelée lorsque l'on crée une instance de notre classe, c'est-à-dire un objet construit selon les spécifications de la classe. La méthode init régit toute son initialisation. Un autre nom pour cette dernière est le constructeur. Pour appeler le constructeur de classe, il suffit d'écrire le nom de la classe suivi de parenthèses fermées. Ainsi, notre variable figure fera référence à un nouvel objet créé selon les spécifications de la classe rectangle. On peut ensuite ajouter des paramètres à notre méthode spéciale init qui permettront de donner en argument des valeurs à notre constructeur. Ici, je donne une valeur pour la longueur et une valeur pour la largeur de mon rectangle. Ces valeurs vont ensuite pouvoir être utilisées par mon instance de classe lors de son initialisation. Généralement, on s'en sert pour définir des attributs. Ici, on définit l'attribut longueur et l'attribut largeur. Vous avez sûrement remarqué que j'ai utilisé le mot-clé self plusieurs fois. En fait, lorsque l'on appelle n'importe quelle méthode d'un objet instance d'une classe, l'objet lui-même est automatiquement passé en tant que premier argument. Par convention, on utilise le nom self qui signifie soi-même pour le désigner. Ainsi, je peux utiliser self.longueur pour accéder à l'attribut longueur de l'objet et lui attribuer une valeur. Idem pour la largeur. Une fois que j'ai instancié ma classe dans ma variable figure, dans mon code, je peux accéder aux attributs de mon objet via un point. Cela permet de les afficher, mais également de les modifier ou d'en ajouter des nouveaux. Dans mon terminal, je vois que j'ai pu accéder à mon nouvel attribut et que la longueur a bien été modifiée. On peut également définir des méthodes dans nos classes, qui pourront ensuite être utilisées directement à partir de nos objets. Ici, on va définir une méthode R qui va nous permettre de retourner l'aire de notre instance de la classe rectangle, soit l'attribut longueur fois l'attribut largeur. Comme dit précédemment, toutes les méthodes de nos classes reçoivent comme premier argument l'objet à partir duquel elles sont appelées. Ici, écrire figure.r revient à appeler la méthode R de notre classe rectangle avec notre variable figure en tant que premier argument. Dans le terminal, on voit que les deux façons de faire retournent bien le même résultat. On peut ajouter autant de méthodes qu'on le souhaite pour cette classe, comme le calcul du périmètre par exemple. Et comme pour les fonctions, on peut ajouter des chaînes de documentation renseignant sur l'utilisation de la classe. Avec tout cela, on commence à voir les avantages de la programmation orientée objet. Tout d'abord, l'encapsulation des attributs et des méthodes permet de rendre plus lisible et de mieux structurer son code. De plus, elle permet de protéger de modifications impromptues les données liées à chacun de nos objets. Ensuite, je peux utiliser ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est un mot sophistiqué pour dire qu'une même fonction est définie pour des objets de différents types. Par exemple, l'aire d'un disque et l'aire d'un rectangle se calculent de manière différente. On devrait donc créer deux fonctions avec des noms différents en programmation procédurale. En programmation orientée objet, je peux créer une classe rectangle et une classe triangle avec toutes les deux leur propre méthode R. Ensuite, je peux les traiter de la même manière. Je peux par exemple itérer sur une liste pour afficher l'aire de ces objets de types différents.
Un dernier avantage de la programmation orientée objet est la notion d'héritage, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je vais vous donner un autre exemple de classe pour essayer de cultiver votre imagination sur les possibilités qu'offre l'utilisation des classes en Python. On va créer une classe compte bancaire, que l'on va initialiser avec un paramètre dépôt initial, qui permettra de définir le montant d'euros contenu dans le compte à son ouverture. Puis, on va créer une méthode retrait qui permet de retirer de l'argent selon un paramètre montant retrait, et une méthode dépôt qui permettra de déposer de l'argent selon un paramètre montant dépôt. Enfin, on ajoute une dernière méthode qui nous permet de consulter le solde de notre compte. Ainsi, si on suit l'avis d'un individu utilisant une application bancaire, il va tout d'abord créer une instance de la classe compte bancaire en ouvrant un compte à la banque et en y déposant une somme de départ. Plus tard, il va recevoir son salaire, mais très vite il va devoir payer son loyer. Après un dîner au restaurant, il va sortir son téléphone portable et consulter son compte bancaire pour voir combien d'argent il lui reste. Grâce aux classes, on peut créer une multitude d'instances de la classe compte bancaire pour les clients d'une banque. On peut même créer des méthodes pour que les différents objets interagissent entre eux, comme pour effectuer un transfert d'argent d'un compte A vers un compte B. Et voilà, vous êtes désormais familier avec les bases de la programmation orientée objet en Python. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la notion d'héritage des classes. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.